Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Bonaventure, le bioparc obtient un important soutien financier. Dans le centre du Québec, on se soucie de la santé psychologique des producteurs agricoles. À Cap-Saint-Ignace, fermeture d'un autre commerce de proximité, la boulangerie C. Blouin et Fils. À Saint-Raymond, 2 services d'incendie s'unissent pour acheter de nouveaux appareils respiratoires. À Forestville, une levée de fonds pour acheter un véhicule adapté. À Sainte-Flavie, l'auteur-compositeur David Pinault entrevoit l'année 2025 avec beaucoup de défis. Au Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, une expérience hivernale hors du commun. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Percé, où les membres du conseil municipal ont décidé de tenir certaines séances du conseil municipal à l'extérieur de l'hôtel de ville pour se rapprocher des citoyens. Un reportage de Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé. Le 14 janvier dernier, la Ville de Percé a tenu sa première séance du conseil municipal de l'année à l'extérieur de l'hôtel de ville. Cette nouvelle approche mènera le conseil dans les centres communautaires des différents secteurs du territoire. L'objectif est d'offrir aux citoyens des secteurs éloignés qui peuvent avoir de la difficulté à se déplacer jusqu'à Percé une chance de participer aux séances, de partager leurs points de vue et de faire valoir leurs besoins. Je me suis entretenu avec Daniel Leboeuf, maire de la ville de Percé, pour en savoir plus. Donc, on est au centre communautaire L'Oasis de Percé. On vient de terminer la première séance municipale de l'année. Pendant toute l'année 2025, vous allez faire les séances municipales, en tout cas certaines, vous allez le faire sur la route dans les différents secteurs de la ville. Pourquoi avoir mis en place cette façon de faire-là pour cette année? Pour 2 raisons. Ça va être en alternance. Un mois, ça va être à l'hôtel de ville. L'autre mois, ça va être dans un centre communautaire, dans un secteur. Une des premières raisons pourquoi j'ai proposé ça au conseil municipal, c'est pour rapprocher le conseil de ses citoyens dans ces divers secteurs. Quand on regarde juste un conseil municipal à l'hôtel de ville central, dans une petite ville, c'est pas dangereux. Mais quand tes citoyens sont à plus de 30 minutes, parfois, là, de Saint-Georges-de-la-Malbaie et Val-d'Espoir, c'est un bon 20-25 minutes pour venir assister à un conseil municipal, bien, ça ne les incite pas à venir et ça va nous exposer aussi à d'autres préoccupations d'autres citoyens que ceux qui sont plus près, qui ont plus de facilité à venir. Et deuxième raison, mais je voulais vous dire avant, merci beaucoup à la télévision communautaire de nous suivre dans cette aventure. Parce que dans la dernière séance d'aujourd'hui au centre communautaire de l'Oasis, vous avez vu aussi là, que les centres communautaires ont des demandes différentes les uns des autres. On contribue à l'électricité, la ville contribue à payer le compte de l'électricité d'un centre communautaire alors qu'il doit subventionner un autre. La ville déneige un centre communautaire alors qu'un autre centre communautaire doit défrayer ses frais de déneigement. On veut arriver à un plan de support de nos centres communautaires qui soit uniforme, qui soit équitable entre tous les secteurs et qui les soutiennent vraiment. Ce n'est pas un bail strict, là, mais moi, je vois ça comme un programme de revitalisation de nos centres communautaires. C'est eux autres qui gardent la vie active dans chacun des coins de notre municipalité. Donc, en faisant ça dans les centres communautaires, vous venez les supporter en même temps dans leur
Par une visibilité aussi. Ils ont été tellement accueillants quand on leur a proposé ça. Ils ont tous dit oui tout de suite. Fait que ça va faire une activité de plus dans leur secteur. On reconnaît leur importance, l'importance de leur rôle dans leur communauté. Puis je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Il y a une raison pour avoir choisi les centres communautaires? Ah, ben c'est vrai déjà. Ben la plupart sont des immeubles propriétés de la ville. Et c'est vraiment des lieux de rencontre, de rassemblement dans chacun des villages. Parachois, Bridgeville, Saint-Georges, Val-d'Espoir. C'est là que tout se passe, les activités en général. Côté logistique, est-ce que ça va engendrer des coûts supplémentaires pour la ville, pour le déplacement des conseillers ou peut-être pour d'autres choses aussi? Non, je ne crois pas que ce soit très, très important. Là. La télévision communautaire nous appuie là-dedans, elle nous suit, puis si vous augmenterez pas trop votre facture, ça ne nous dérangera pas. Donc, par cette action-là, on espère aussi une plus grande participation citoyenne aux séances. Si la participation est là, est-ce que vous allez reconduire cette initiative-là pour les années futures? Ça va dépendre du prochain conseil municipal après les élections du 2 novembre 2025, mon cher ami. Fait qu'on s'en reparlera dans ce temps-là. Mais est-ce que ce serait un de vos souhaits que ça puisse continuer? Ça s'est déjà fait longtemps, avant l'époque du maire Bruno Cloutier, là, ça se faisait. Et j'ai déjà assisté à quelques-unes, puis c'était très rafraîchissant. Les lieux des prochaines séances municipales sur la route sont répartis comme suit. Le 4 février à Val-d'Espoir, le 1er avril à Cap-d'Espoir, le 3 juin à Saint-Georges-de-Malbaie, le 5 août à Bridgeville, le 1er octobre à Barachois et de nouveau à Val-d'Espoir le 9 décembre. Toutes ces rencontres se tiendront dans les centres communautaires des localités respectives. Concernant les autres séances, elles auront lieu à l'Hôtel de Ville. C'était Jean-Denis Laperrière à Percé. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. J'accueille maintenant Valérie Pinault de Télévague pour faire le point sur les dossiers d'actualité de sa région. Valérie, bonjour. Bonjour, Martin. Première question, Valérie. Télévague, ça couvre quel territoire? Oui, Télévague, il couvre de la MRC de Bonaventure et la MRC du Rocher-Percé. Ça s'étend de la ville de Bonaventure jusqu'à Chandler, sur une centaine de kilomètres linéaires. Et sur ce territoire, et c'est chez vous que Développement économique Canada, en début d'année, a procédé à l'annonce d'importants investissements pour 11 projets. Je vous écoute. Oui, bien, justement, le Parlement à Ottawa, il est en suspens. Mais ça n'a pas empêché le gouvernement fédéral de faire une annonce au Bioparc à Bonaventure il y a une dizaine de jours. Oui. C'était la ministre députée Diane Leboutillier, qui est de notre région. Elle a annoncé que le gouvernement fédéral accordait 10,1 millions de dollars à 11 porteurs de projets de la région. Ça, c'était pour dans les attraits touristiques ou pour augmenter la productivité ou l'innovation d'une entreprise ou d'un organisme. Quelles sont les entreprises qui ont reçu des fonds? Oui, bien, celle qui a eu la plus grande part du gâteau, c'est le Bioparc. Il a reçu 2,7 millions de dollars. Ça, c'était pour leur plan d'aménagement. Ils vont créer une nouvelle, agrandir et créer une nouvelle partie de la clinique pour les animaux et reconstruire aussi des enclos pour les animaux. Ensuite, on a Mérineuve. Mérineuve, qui est située à Grande-Rivière. Oui. Eux autres, ils ont eu comme 2 millions de dollars. Puis eux autres, ils font de l'étude et de la recherche scientifique pour l'industrie de la pêche et de l'aquaculture. On a aussi AAM Canada, qui sont situés à Cap-Chat. Eux autres, c'est pour augmenter leur productivité en alumine et les dérivés d'aluminium. Il y a aussi Cuisimère. Cuisimère, eux autres, sont situés à Mont-Louis. Ils font de la transformation de poissons pêchés du fleuve Saint-Laurent. Il y a aussi le parc de la petite rivière, de la petite Cascapédia, le village en chanson de Petite-Vallée. Oui. Il y a les bateliers de Percé aussi, qui vont recevoir de l'argent.
On a aussi le regroupement des pêcheurs Gaspésie-Sud et puis la Corporation de développement de la Marthe, qui eux autres, ils ont un plan d'aménagement pour leur fort à la Marthe. Alors, je crois que ça fait le tour. Oui, et comme on peut voir, ça touche beaucoup le tourisme, mais aussi d'autres secteurs, des secteurs de recherche là-dedans. Oui. J'aimerais également savoir, là, vous nous apprenez qu'il y a 2 municipalités qui ont décidé de travailler ensemble pour avoir le même puits, la même prise d'eau. Pouvez-vous nous expliquer là, comment on en vient à travailler ensemble comme ça, 2 municipalités? Oui, bien, après 5 ans d'années à travailler ensemble, ils ont conclu une entente entre la municipalité de New Carlisle et la ville de Passepébiac. Ils vont unifier leurs 2 systèmes d'eau potable parce que leurs eaux usées sont déjà liées ensemble. OK. Donc, on poursuit la fusion. Qu'est-ce que ça signifie comme travaux, ça, puis comme investissement? Oui. Bien, la municipalité de New Carlisle doit construire un réservoir qui va être situé en arrière de l'école secondaire anglophone. Puis, ce réservoir-là, c'est parce que la municipalité, le problème, c'est qu'il manquait de pression d'eau et il y avait un problème de qualité, de l'esthétique de l'eau. Okay. L'eau, des fois, elle virait aux brunes. Mais c'était pas de leur faute, là. C'est à cause que c'est une réaction il y avait beaucoup de manganèse dans l'eau et ça faisait une réaction avec le chlore. Okay. Puis justement, le maire de New Carlisle, il m'a mentionné que c'est arrivé une couple de fois en conseil de ville qu'il a reçu des draps blancs sur sa table et des bobettes de couleur rouille, là, tu sais. Fait que... Le message était clair. Le message était clair. Oui. C'est ça. La population s'en venait émue de ça. Et du côté de Passepébiac, dans Passepébiac-Ouest, il y avait un problème de pression d'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? En liant leurs 2 systèmes, c'est que Passepébiac va produire de l'eau et pendant la nuit, New Carlisle va l'emmagasiner dans son réservoir et va être redistribué dans le jour. Puis aussi, qu'est-ce que l'avantage de ça? C'est que ça va apporter des améliorations de technologie pour que les 2 systèmes puissent se parler. Puis les gens qui s'occupent du système d'eau vont pouvoir voir à distance, c'est toutes des données numériques, au lieu d'aller prendre des données de débit d'eau manuellement. Oui. Et qu'est-ce qui est très intéressant, c'est qu'en liant 2 municipalités, bien, notre subvention tombe au lieu de 65 ça tombe à 90 qui va être financé. Oui, il y a 2 ans, ils ont fait l'évaluation du projet, puis ça revenait à peu près à 10 millions de dollars. Mais financé à 90 ça donnerait à peu près 1 million financé sur 30 ans pour chaque des 2 municipalités. C'est très intéressant. Est-ce qu'on sait à quel endroit vont être construites ces nouvelles infrastructures et puis à quel moment là, vous allez pouvoir bénéficier de ces nouveaux systèmes? Oui. Bon, là, le réservoir va être construit à New Carlisle, où il y a l'école secondaire puis primaire présentement. Mais là, il y a un enjeu spécial. C'est parce que la municipalité est en train de construire une nouvelle école primaire secondaire anglophone. Ah. OK? Puis cette école-là, le problème, c'est qu'il n'y aura pas assez de pression dans le système existant de pression d'eau pour faire fonctionner les gicleurs de l'école. Oui. Puis l'école est supposée ouvrir en janvier 2026. C'est quand même assez rapproché dans le délai. Ouais. Fait que la municipalité et la commission scolaire fait des pressions sur les différents paliers politiques pour mettre ce dossier-là, sur le haut de la pile, si on veut, pour qu'il soit traité au programme Primo dans les premiers. Parce qu'il faut qu'ils commencent assez vite, là, les travaux, pour que ça soit en fonction pour janvier 2026. Donc, il reste la question de l'école, la nouvelle école secondaire anglophone au niveau de la pression d'eau. Mais ça m'amène une autre question. Vous avez une communauté anglophone assez forte, assez puissante, je dirais pas puissante, mais assez nombreuse, pour construire une école secondaire anglophone dans votre coin de pays. Oui, je vais vous dire, franchement, on a plusieurs municipalités où il y a des petits groupes anglophones. Là. Okay. Il y a New Carlisle, Chigawait, Port-Daniel, Old Town. Et puis si on regarde, là, c'est comme la MRC de Bonaventure, c'est 14,6 % de notre population qui est anglophone. Et dans la MRC du Rocher-Percé, c'est 7,2 %. Fait que ça va être quand même une école tout nouveau genre, une nouvelle génération d'écoles, toute high-tech, technologique. Puis ça va regrouper le primaire et le secondaire. Et ça, cette école-là, vous l'avez dit, l'ouverture en janvier 2026. C'est ça. Mais il reste le problème d'eau à régler quand même. Effectivement, en espérant que ça va aller vite.
Parmi les autres nouveautés, là, on apprend également que vous avez un nouveau centre de plein air qui vient d'ouvrir à Saint-Siméon. Une toute nouvelle base de plein air. Oui, c'est en plein ça. Leur ancien chalet, il était un peu désuet. OK. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un beau reportage. Oui. Fait que je vous laisse le plaisir de le regarder. Alors, on écoute ce reportage à l'instant et j'en profite pour vous dire merci beaucoup, Valérie Pinault, et au plaisir d'écouter vos reportages. Merci, Martin. La municipalité de Saint-Siméon s'est dotée d'un tout nouveau centre plein air pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes. Ce bâtiment moderne et fonctionnel est équipé de la fibre optique ainsi que d'un plancher chauffant, offrant ainsi un confort optimal à ses visiteurs. À Saint-Siméon, on avait un centre plein air qui appelait le Chalet des Sports à l'époque, qui était en fin de vie, qui datait de bien des années. C'est un bâtiment qui était très âgé. Au niveau du code du bâtiment du Québec, là, ça répondait plus ou moins aux normes, puis c'était pas sécuritaire. Alors, en 2018, on a commencé à travailler sur des esquisses préliminaires. On a commencé à travailler sur des plans pour se doter d'un nouveau centre plein air. Au début, on pensait essayer de rénover l'ancien, sauf qu'on a fait faire une étude de vétusté, puis ça s'est révélé que le bâtiment répondait plus aux normes, puis qu'il était désuet. Fait qu'on a opté pour un bâtiment neuf. On a déposé dans ce qu'ils appellent le PAFIR, un programme du ministère de l'Éducation supérieure pour essayer à l'époque, en 2019, puis on a été refusé. Fait qu'au final, on a réussi à trouver du financement à même notre programme TEC. Puis on est allé de l'avant pour la construction d'un nouveau centre plein air. Ça a pris 6 ans, du début à la fin, avant de voir notre projet prendre forme. Ouais. Coûtait combien le bâtiment? Le bâtiment, au final, on a encore quelques petites choses, mais devrait avoisiner 1 650 000 $. Par contre, au niveau financement, ce que la municipalité aura à financer, là, au final, c'est environ 450 000, 455 000 pour les 25 prochaines années. L'hiver, c'est certain, bien, on offre le ski de fond, on offre la raquette, on a de la glissade, on a une grosse côte, là. On est sur le sommet d'un monticule, fait qu'on a une glissade pour les enfants. Quand on parle de raquettes de ski, on fait du prêt de ski de fond gratuitement, bottines et ski de fond pour adultes. On fait du prêt de raquettes aussi pour les enfants et adultes. On a aussi des luges pour glisser, on a différents équipements. Puis en plus, c'est ouvert à la population en général. Ils peuvent venir jouer aux cartes, ils peuvent venir jouer à des jeux de société, ils peuvent venir tout simplement socialiser. On a un opérateur à l'intérieur, on a une cuisine commerciale. Pourquoi vous avez décidé de prendre la concession alimentaire ici? La raison, c'était un peu pour redonner aux citoyens de Saint-Siméon, pour qu'on ait une belle place. Ma conjointe est propriétaire du Costco du Ruisseau, puis ça fait qu'on est habitué là-dedans. Fait que c'est un peu pour ça. Le sentier motoneige, il passe-tu près du centre plein air? Oui, absolument. Il passe très près, fait que les gens vont pouvoir arrêter lorsqu'il va y avoir de la neige. Allez-vous avoir des soirées spéciales ou... Oui, on a déjà commencé même. On fait des brunchs le matin. Là, tu parles de soirée. On va avoir la prochaine, c'est Pokéball, qui va être vendredi le 10. Et le 17, on sait déjà que c'est mets chinois. Puis on y va avec, au fur et à mesure, on décide de ce qu'on fait. Là. Les heures d'ouverture, c'est fermé les lundis et mardis. Sinon, c'est ouvert les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, de 10h le matin jusqu'à 18h le soir. Puis les vendredis et samedis, si jamais il y a du monde, c'est 18h et plus. Là. Ça reste ouvert tant aussi longtemps qu'il y a des gens. Après la saison d'hiver, est-ce que le chalet va rester ouvert au grand public? Il va être ouvert pour les locations. Présentement, on a notre saison hivernale qui débute du 15 décembre au 15 de mars. Après ça, il va être disponible. Il n'y aura plus l'opérateur à l'intérieur, mais il va être disponible pour des locations diverses. Baptême, mariage, colloques, réunions. Il va être ouvert à la population qui voudront le louer pour en faire des activités. Mais sa principale utilité présentement, dans le temps qu'on se parle, c'est pour les opérations hivernales ouvertes au public. Pensez-vous que le centre plein air va devenir un lieu de rassemblement pour les citoyens? Certainement, ça l'est déjà. Ça l'était avant, dans l'ancien centre, même s'il était plus ou moins adéquat puis commençait à être désuet. Mais là, c'est sûr que c'est tout nouveau, tout beau. Là. Mais le fait d'avoir un opérateur à l'intérieur, c'est vraiment toute la différence. Puis c'est très, très attractif. On a des citoyens de chez nous, mais des citoyens de Bonaventure, Caplan, Saint-Alphonse. C'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est un beau lieu de rassemblement, puis j'espère que ça va continuer. Le prochain objectif, c'est le site de l'île. On a un chalet au site de l'île, il y a un camp de jour, il y a
Il y a différentes activités. On a le tournoi de pêche, on a plein de choses qui se passent au site de l'île. On a un bâtiment qui est là aussi qui commence à être désuet. C'est là-dessus qu'on est en train de tabler. Ça va être notre prochain travail pour cette année et les années à venir. Là, on l'a mis à notre plan triennal d'investissement. Puis on a essayé de voir ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité des activités offertes au site de l'île. Bien, merci beaucoup et bravo pour votre beau centre plein air. Bien, merci, ça fait plaisir. Bonne journée. Sylvana Suarez de la Télévision de l'Érable s'entretient avec Éric Houle, le président de l'UPA du Centre du Québec, au sujet d'un programme de soutien à la santé psychologique des travailleurs agricoles. La Fédération de l'Union des producteurs agricoles UPA du Centre du Québec a créé un nouveau fonds visant à améliorer la santé psychologique des productrices et producteurs de la région. Ce projet a pour objectif d'amasser des fonds pour faciliter l'accès aux services de soutien psychologique et diminuer les tabous associés à la détresse mentale dans les milieux agricoles. Selon cette organisation, les besoins de services en santé mentale sont énormes au centre du Québec. Les plus récentes recherches disent que les 58% des productrices et producteurs agricoles présenteront des symptômes d'anxiété et 35% présenteront des symptômes dépressifs. À l'échelle provinciale, on dit que 10% des producteurs agricoles ont reconnu avoir des idées suicidaires. Monsieur Éric Houle, vice-président de la Fédération de la UPA du Centre du Québec, qui a également vécu des problèmes de santé mentale, assure que ce nouveau fonds prévoit offrir des services tels que le remplacement gratuit des travailleurs qui ne se sentent pas aptes au travail, entre autres. Bienvenue. Monsieur Éric, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, ça me fait plaisir. Bon, avant de parler du fonds que maintenant il y a pour la santé psychologique des producteurs d'ici de la région, on va commencer pour parler de pourquoi c'est important de parler de santé mentale dans les milieux agricoles de la région. Parce que c'est un sujet qui est peu démystifié. Les gens ne veulent pas trop en parler comme producteurs. On n'aime pas parler qu'on est des gens qui ont des problèmes psychologiques ou des problèmes soit de santé mentale ou peu importe. Fait que c'est un milieu qui est un petit peu plus fermé. Fait qu'il faut un peu le démystifier puis qu'on n'ait pas peur d'en parler puis s'assurer de briser l'isolement parce qu'on est des producteurs que bien souvent on se retrouve, on travaille chez nous, on est plus porté d'être isolé. Et quels sont les enjeux justement par rapport à ce sujet dans les milieux agricoles? Bien, les enjeux, c'est que bien souvent, c'est le suicide ou c'est le suicide qui est le plus gros enjeu. Là. Puis il faut s'assurer de ne pas en avoir le moins possible parce que c'est un métier auquel il y a le plus de suicides. C'est malheureux, mais c'est le métier où il y a plus de suicides. Fait que faut vraiment... le fonds a été créé pour ça, essayer de démystifier, essayer de créer des nouvelles choses pour s'assurer que les gens puissent en parler de plus en plus, puis s'assurer aussi qu'il y ait des soins qui soient appropriés pour eux. Quels sont les facteurs, justement, que vous voyez qui peuvent déclencher des troubles psychologiques dans les agriculteurs de la région, producteurs agricoles? C'est ça. Mais les producteurs ne veulent pas. On est toujours soumis à la pression, soit météorologique, soit à la pression financière. On a vécu cette année, l'année passée aussi, les hausses de taux d'intérêt, les choses comme ça. L'isolement, c'est une chose qu'on va beaucoup voir parce que le producteur va être chez lui, il va avoir un problème financier, il ne sortira plus, il va rester chez lui, ça va aggraver le problème un peu plus. Là. Quels sont les tabous qu'il y a? Justement, pourquoi un agriculteur ne peut pas parler ou exprimer qui se sent en dépression ou qui a l'anxiété? Quels sont les tabous? Est-ce que c'est toujours les mails ou qu'est-ce que c'est? Bien, je te dirais, c'est peut-être le métier où le fait qu'un producteur, c'est fort. Ça n'a pas d'émotion, ou presquement pas. Qu'il ne peut pas être malade. Il n'a pas le temps d'être malade non plus. Parce qu'il y a des animaux, il y a ci, il y a ça. On parle beaucoup de bien-être animal, mais on parle très peu du bien-être du producteur. Fait que là, on commence à démystifier le plus possible ça, mais c'est long de changer de mentalité de producteur. Oui, c'est ça, parce qu'on pense qu'ils sont toujours comme
forts. Ils sont aussi comme la tête toujours économique de la famille, non? Ils sont économiquement, sont les personnes qui sont toujours en tête de sa famille. Oui, c'est ça. Et vous avez annoncé justement des fonds visant à améliorer cette problématique. Bon, de quoi il s'agit spécifiquement? C'est un fonds, en fait, qui va venir couvrir les manques qu'il y a dans tu sais, on ne veut pas dédoubler ce qui est déjà fait là. Soit COSIUS, soit Agri-Ressources, soit tous les services qui sont alentour, on ne veut pas le dédoubler, mais s'il manque des choses, des projets, c'est comme on parlait tantôt au cœur des maisons des familles agricoles, si le producteur s'en va se reposer là, bien pendant, mettons, 1 semaine, 2 semaines, mais qui fait son train chez eux? Qui va... Est-ce que le producteur peut s'en aller là, l'esprit tranquille? Moi, je pense que non. Fait que le fonds va venir en aide pour payer un remplaçant pendant ce temps-là chez ce producteur-là, pour être sûr qu'il va s'en aller là, il va avoir l'esprit tranquille, son entreprise va continuer à virer, puis le mec qui revienne, bien, il va pouvoir prendre des bonnes décisions. Fait que c'est un peu, si on parle d'exemple de qu'est-ce que le fonds pourrait décaisser. Puis aussi, toutes les travailleuses de rein. La fédération, on a une entente de financer les travailleurs de rein. Fait que le fonds va financer les travailleuses de rein de notre région pour s'assurer qu'il n'en manque pas de travailleuses de rein quand il y a des demandes. Et est-ce que aussi il y a l'option de demande de services d'un psychologue ou c'est seulement pour la relève? Le fonds, il y a vraiment un conseil d'administration qui est détaché de la fédération de l'UPA, mais qui, eux, ils vont faire l'analyse de la demande selon les référencements qu'ils vont avoir eu, soit les travailleuses de rein, soit par les gens du CIUS ou peu importe. Là. Fait que ça va être vraiment un organisme à but non lucratif là, qui a été formé. Puis, c'est ça, la fédération, là-dedans, on a mis 50 000 là, pour débuter le fonds, là, pour donner un petit boost. Là. Puis ce qu'on veut, c'est d'avoir des partenaires pour s'assurer que ce fonds-là ne s'épuise pas, pour continuer toujours à offrir des services. Là. Et pour terminer, il y a un sujet qui pour moi c'est très important. Vous avez déjà parlé sur ça, mais j'aimerais avoir plus de détails sur la HALT. Oui. C'est comme une coopérative de remplacement de main-d'œuvre agricole. Oui. Comment est-ce qu'un agriculteur peut demander ces aides? Parce que je pense que c'est important, justement, parce que c'est trop de travail. Mais cette coopérative-là, c'est une coopérative de producteurs et de remplaçants. Fait que c'est une coopérative, les deux sont dans la même coopérative. Puis, il s'agit d'être membre, de nous demander d'être membre. Puis, tu as une cotisation annuelle que tu peux payer temps par année, un peu comme un CAA. Fait que tu peux l'avoir. Mais aussi, il y a une chose qui est pas pire dans ce service-là, c'est qu'en cas d'urgence, tu deviens prioritaire. Maladie, mortalité, peu importe, tu as des urgences qui sont plus prioritaires qu'un surcroît de travail. Fait que le remplaçant va être changé de place pour s'assurer que celui qui a une urgence chez lui, il soit capable d'avoir du remplacement. Puis c'est des gens, les remplaçants, c'est des gens qui sont équivalents, moi je vous dirais, d'un gérant de ferme, puis tu sais, il fait tout, là. C'est un producteur, là, qui vient prendre ta place pendant un certain temps quand tu fais la demande. Fait que, mais il s'agit d'appeler, mettons, à la halte, là, pour prendre des renseignements, là, au niveau, là. Puis c'est un service qui est depuis, ils viennent de fêter leurs 10 ans, là, cette année. C'est le premier service au Québec qui a été fait. Puis maintenant, il y en a un deuxième au Lac-Saint-Jean. Mais on est chanceux au centre du Québec, on a ce service-là. Parce qu'ailleurs, ça n'existe pas. Et les agriculteurs peuvent le demander au centre du Québec, la halte couvre le centre du Québec au complet. Autrefois présents dans chaque village du Québec, les commerces de proximité ont de plus en plus de difficultés à survivre. C'est le cas de la boulangerie C. Blouin et Fils à Cap-Saint-Ignace, qui malheureusement cessera ses activités dans quelques semaines. Un reportage de Jean Carbonneau de CEMA TV. Autrefois, lorsque les moyens de communication et de transport étaient limités, chaque paroisse, chaque municipalité avait ses petits commerces de proximité, laiterie, cordonnerie, épicerie ou magasin général, et bien sûr, une boulangerie. Depuis quelques années, on assiste impuissant à la fermeture de ces commerces qui permettaient aux citoyens de répondre à ses besoins autour de chez lui. Dans la région de Bellechasse et Montmagny, plusieurs de ces commerces, dont des boulangeries,
ont fermé leurs portes petit à petit, que ce soit à Montmagny, la boulangerie Fortin, à Saint-Philémon et récemment à Saint-Fabien-de-Panay, la boulangerie Boutin. Maintenant, c'est au tour de la boulangerie C. Blouin et Fils à Cap-Saint-Ignace. L'entreprise, reprise en 1958 par Claude Blouin, est parmi les dernières à être encore en activité dans la région. Rencontrée par CMA-TV Information, l'une des propriétaires nous a expliqué que l'entreprise fermera définitivement son four à pain le 17 janvier prochain. Pour cause, Mme Diane Blouin mentionne la difficulté de trouver du personnel pour opérer la boulangerie et la matière première qui est de plus en plus compliquée à obtenir. Opérant dans ses bonnes années à 11 personnes, l'équipe se compose actuellement de 6 travailleurs, dont la majorité sont des membres de la famille Blouin. Ceux-ci perdront donc leur emploi dans une dizaine de jours. Se disant à la fois attristée et soulagée, Mme Blouin est sereine face à la fin de l'entreprise familiale. La fatigue et le poids des ans l'emportent sur l'émotion, mais elle se dit fière de la notoriété et de la durée de vie de la boulangerie C. Blouin et Fils. Ici Jean Carbonneau pour CMA-TV Information à Cap-Saint-Ignace. Les villes de Saint-Raymond et de Pont-Rouge ont réalisé d'importantes économies en s'unissant pour acheter de nouveaux appareils respiratoires pour leur service d'incendie. Un reportage de Philippe Papillon de CJSR. Les villes de Pont-Rouge et Saint-Raymond ont collaboré pour procéder à l'achat de 48 appareils de protection respiratoire isolants autonomes pour offrir à leurs services incendie respectifs du matériel d'une grande qualité, tout en réduisant l'investissement nécessaire. CJSR s'est rendu à la caserne incendie de Saint-Raymond pour discuter avec les directeurs incendies de Saint-Raymond et Pont-Rouge. Oui, dans le fond, la raison pourquoi on a acheté ce type d'appareil respiratoire-là, c'est vraiment, premièrement, parce qu'on avait besoin de renouveler nos flottes d'appareils respiratoires, autant du côté de Pont-Rouge que de Saint-Raymond. Nos flottes d'appareils respiratoires avaient atteint leur fin de vie utile. Il y a des appareils qui étaient défectueux, il y a des bouteilles aussi qui étaient rendues défectueuses. Puis, c'est des appareils qui dataient quand même d'une 15 à 20 années d'âge. Fait que c'est des technologies qui étaient plus vieilles, puis les pièces étaient plus disponibles pour faire la réparation ou très coûteuses. Fait que c'est la première raison qui nous a amené vraiment à aller en appel d'offres pour remplacer les appareils respiratoires. Alors, pourquoi c'était important le changement? Bien, entre autres, au niveau de la décontamination des appareils pour le lavage après les interventions. On avait aussi une spécification au niveau du harnais qui était beaucoup plus sécuritaire et avec une charge plus grande au niveau du transport d'un pompier, par exemple, qui serait en détresse. Et entre les 4 services incendie, l'interopérabilité, on a 220 cylindres disponibles pour se partager les cylindres dans l'intervention majeure. Si Pont-Rouge vient à Saint-Raymond ou Saint-Raymond vient à Pont-Rouge, Saint-Basile ou Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier, par exemple, tous les cylindres sont communs, on peut les interchanger entre les appareils respiratoires sans problème parce qu'on a le même modèle. Si on parle des composants de l'appareil respiratoire, une des nouveautés, c'est le harnais, comme je vous parlais tout à l'heure, entre autres avec la possibilité d'accrocher un crochet ici pour le sauvetage d'un pompier. C'est 1000 livres de charge possible. Et l'harnais a été aussi renforcé pour tirer de chacun des côtés. Et on a une poignée ici pour peut-être faire le sauvetage d'un pompier qui pourrait être en détresse. À l'intérieur du harnais, on a maintenant des batteries rechargeables avec une durée de 18 heures, ce qui nous permet de faire de longues interventions puis pas manquer de batterie pour les fonctions vitales de l'appareil respiratoire. Au niveau du cylindre pour l'apport en air, pour fournir l'appareil, on a 2 modèles de cylindres qu'on a acquis. Il y a un cylindre de plus petite taille. L'avantage est plus léger, plus compact aussi. Fait qu'un pompier pourrait se fatiguer moins vite pour des types d'interventions où il n'y aura pas toujours besoin d'être connecté. Le cylindre dure en moyenne environ 30 minutes, dépendamment du travail qui est accompli par le pompier. L'autre type de cylindre, c'est le cylindre qu'on a en plus grande quantité des 2 villes. C'est un cylindre qui va durer environ 45 minutes. Un petit peu plus lourd, un petit peu plus volumineux, mais par contre, plus d'autonomie pour un pompier qui va travailler sur un toit ou dans une échelle. Puis aussi, sur les cylindres, une innovation qu'on a avec notre nouvelle génération d'appareils respiratoires, c'est vraiment ce qu'on appelle le Quick Connect. Avant, sur l'ancienne génération, c'était des filets qu'on vissait. On pouvait avoir de la saleté un peu ou du gel, des fois, qui rendait difficile la connexion. Là, tout se fait rapidement par le Quick Connect. Autant pour remplir les bouteilles dans nos postes de remplissage, dans nos casernes, que sur des interventions, tout est facilité.
C'est une économie de 75 000 $ qui a été réalisée grâce à cette procédure d'achat regroupée de 48 appareils et de 128 cylindres d'air respirable dont bénéficiera la soixantaine de membres du personnel des deux services. Oui, dans le fond, la raison pourquoi on a décidé de faire un achat conjoint entre Saint-Raymond et Pont-Rouge, c'est vraiment, au départ, pour l'économie. C'était très intéressant de regrouper les deux villes ensemble. Ça nous permettait de sauver des sommes quand même importantes. Le projet global, là, au niveau formation, acquisition puis mise en service, ça nous a permis d'économiser 75 000 $ les deux villes conjointes. Fait que c'est quand même des économies qui sont intéressantes pour nos citoyens. Puis après ça, il y avait vraiment la question d'interopérabilité entre les deux villes. On voulait s'assurer d'avoir les mêmes appareils respiratoires, de pouvoir s'échanger des services, s'échanger des appareils respiratoires, que ce soit au niveau de l'entretien aussi, de la formation. Ça facilitait vraiment tous ces aspects-là, là, de travailler ensemble pour le projet. Puis en terminant, on a eu une formation commune au niveau de la mise en service des appareils respiratoires et une formation un peu plus poussée pour la réparation. Donc, ce qui est possible, c'est Saint-Raymond ou Pont-Rouge peuvent réparer les appareils respiratoires, peu importe l'appareil vient de quelle ville. Puis on s'assure d'avoir la même réparation puis le même service pour nos deux villes. Si on continue l'explication de l'appareil respiratoire, on a au niveau du facial, une des grosses différences, c'est avant, la télémétrie était à l'extérieur du facial. Ça prenait des batteries pour l'alimenter. Maintenant, la télémétrie est dans... Tout concentré dans le détendeur. Dans le détendeur, merci Eric, dans le détendeur, j'avais un blanc. Et ça marche par fibre optique. Fait que les données de l'appareil respiratoire sont transmises aux pompiers par fibre optique dans sa partie faciale. C'est un des avantages au niveau de cet appareil respiratoire-là. Pour améliorer la communication, il y a un haut-parleur. Alors, lorsque le pompier va donner des comptes rendus ou des directives à son équipe, la communication est meilleure, étant donné qu'il y a un haut-parleur qui va amplifier la voix du pompier lors de l'intervention. Au niveau de la partie ici qu'on a sur l'appareil, dans le fond, on a un manomètre qui nous affiche la pression. Puis il y a aussi un affichage digital qui est beaucoup plus convivial que ce qu'on avait avant sur les anciens appareils parce qu'il va nous afficher selon les niveaux d'air des couleurs différentes pour nous aviser si on a évacué le bâtiment parce que notre niveau d'air est en train de diminuer. Cette partie-là sert aussi d'alarme de détresse. Si un pompier est plusieurs secondes sans bouger, va se mettre à émettre une préalarme et ensuite, si le pompier ne bouge pas plus, ça va émettre une alarme que tous les autres pompiers vont pouvoir entendre autour. Fait que ça, c'est vraiment une pièce importante de l'appareil respiratoire. Aussi, on a au niveau, là, dans la partie avant, un peu le même principe que la partie arrière qu'on voyait tantôt, la partie dorsale. Les bretelles de l'appareil sont beaucoup plus robustes, plus endurantes à la chaleur, puis aussi plus ergonomiques parce qu'ils sont plus larges. Fait que c'est toutes des petites améliorations qui ont été faites sur l'appareil pour le rendre plus sécuritaire et plus ergonomique. Alors, nos efforts de collaboration qu'on fait déjà avec Saint-Raymond, Pont-Rouge et entre autres aussi Saint-Basile, on a un logiciel de gestion ICO qui est le logiciel pour la gestion des interventions, les rapports annuels qu'on fait, on rentre nos statistiques d'appel à l'intérieur. Fait qu'on a tous le même logiciel pour le traitement des données. On fait beaucoup aussi d'entraide automatique, une dizaine de fois par année, où on va travailler en collaboration ensemble sur des interventions incendies, ce qui vient faciliter l'intervention maintenant, ayant tous des appareils respiratoires du même modèle. Ça nous permet de partager les appareils respiratoires, partager les cylindres. On est aussi à élaborer, toujours améliorer nos techniques de combat au niveau, par exemple, de la prise de commandement, des techniques d'attaque, d'avoir des techniques d'attaque qui sont semblables pour faciliter le travail et assurer la sécurité des pompiers lors d'intervention. Oui, puis par exemple, là, un exemple qu'on pourrait apporter là, au niveau là, de la collaboration entre les deux villes, dans le projet d'acquisition des appareils respiratoires, les deux villes, Pont-Rouge et Saint-Raymond, on a acquis chacun un système là, qu'on appelle un RIC-PAC qui sert à venir faire le sauvetage d'un pompier en détresse dans un bâtiment qui a de la fumée à l'intérieur ou dans un environnement dangereux. On vient avec le RIC-PAC pour faire le sauvetage du pompier. Fait que vraiment, avec les deux villes, on planifie prochainement faire une pratique là, pour l'usage du RIC-PAC. Parce que le RIC-PAC pourrait dépanner là, autant un pompier, justement, vu qu'on est compatible, de Pont-Rouge, de Saint-Basile ou de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. C'est vraiment le même système. Fait qu'on a avantage à faire des pratiques, des entraînements ensemble. C'est un reportage de Philippe Papillon avec la narration de Danick Julien pour CJSR.
Joanie Michaud-Gaudreau de la Télévision du Littoral nous présente l'histoire d'une mère d'un jeune handicapé qui a besoin d'aide pour l'achat d'un nouveau véhicule adapté car son fils doit suivre des traitements qui ne sont offerts qu'à Montréal. Mélanie Bouchard de Forestville a connu une fin d'année 2024 plutôt abrupte. Son véhicule a lâché prise après un de ses multiples voyages à Montréal pour offrir des soins à son fils William, lourdement handicapé. Pour bien commencer 2025, un couple du Saguenay lance une levée de fonds afin de doter la famille d'un véhicule adapté. Voici mon reportage. Mélanie Bouchard réside à Forestville depuis 4 ans avec son fils William, qui aura bientôt 14 ans, et ses 3 autres enfants. Lorsqu'elle était enceinte de William, Mélanie a contracté le cytomégalovirus. Elle s'en est sortie indemne, mais pas son fils. Non, il est en fauteuil roulant 24/7. Bien, dans son lit, il est adapté. Là. Il y a comme une cage de lit autour pour pas qu'il tombe. Il est à risque de chute. Il n'y a aucun réflexe de protection. Par exemple, les physios, mettons, ils le mettaient sur un gros ballon. Il était tout petit, là. Il le penchait par en avant. Un bébé qui a un réflexe de protection va faire ça. Lui, il faisait juste se laisser tomber. Il ne laissait pas tomber sur la tête, mais il serait tombé sur la tête. Oui, donc, il n'y a pas de réflexe de protection. Il faut tout le temps qu'il soit attaché plastron avec toutes les sangles de sécurité dans son fauteuil. Puis, c'est ça. Là, il y a de l'épilepsie, il y a eu une scoliose, il y a eu une grosse opération en 2024. Lourdement handicapé, William est suivi dans plusieurs hôpitaux de la province, ce qui amène sa mère à parcourir de nombreux kilomètres annuellement. Malheureusement, le nouveau véhicule adapté acheté en août 2024 cause bien des maux de tête à la famille. À ce jour, je suis rendue autour de 3 500 $ de garage depuis le mois d'août. Et ce soir, je vais avoir une nouvelle facture en allant chercher mon véhicule. Donc, c'est ça, c'est des surprises après des surprises après des surprises. Dans le temps des fêtes, il fallait que j'aille chercher William en répit à Québec. J'ai pas été capable d'aller chercher mon bearing de roue droit avant. Comme lâché, là, ça faisait un vacarme. Puis finalement, je peux pas faire la longue route. Donc, finalement, c'est mon petit frère qui est venu avec moi. Il a fallu transférer William à bras dans le véhicule, le fauteuil roulant, dans la valise de son Suburban. Parce qu'on a eu des heures de plaisir. Voyant que Mélanie était à bout de souffle en raison de son véhicule, son amie Mylène, propriétaire du relais de motoneige La Chapelle dans les Monts-Valin, a décidé de l'aider à s'en procurer un nouveau. Des billets pour remporter 2 motoneiges ont été vendus, permettant d'amasser 20 000 $ en une semaine. Pour récolter le reste du montant, une campagne GoFundMe a été lancée au début janvier. Je suis quelqu'un qui va se donner, puis j'ai vraiment beaucoup de difficultés à recevoir. J'ai pas de façon de gérer mes émotions. Je suis pas quelqu'un qui demande de l'aide, je suis capable tout seul. Je suis comme un homme qui demande pas son chemin, mais je suis une maman qui veut pas demander de l'aide. Fait que j'ai de l'aide malgré moi, fait que... c'est un défi d'accepter ouais, tout ça. ben tout le monde me dit, tu sais, Mélane, tu le mérites, puis là, ben... Fait que là, ce soir, je suis dans mon lit, puis j'ai les yeux pleins d'eau, je suis comme... Ça me touche vraiment, là. Des partenaires se sont aussi joints au projet, notamment Chicoutimi Chrysler, le Club Lion de Chicoutimi et le Club Lion de Forestville. Pour Mélanie, ce nouveau véhicule permettra d'assurer la sécurité de ses enfants lors de ses nombreux voyages. La maman monoparentale lance également un appel à l'aide pour du soutien à domicile. Une banque d'environ 30 heures est disponible pour l'aider avec William à la maison. Une aide qui pourrait faire toute la différence. L'année 2024 fut bien remplie pour l'auteur-compositeur-interprète David Pinault et 2025 s'annonce tout aussi occupé, comme l'a constaté Marc Després de la Télévision de la Métisse. David Pinault, on spécifie tout de suite, on est le 21 décembre, on est au Catch, le spectacle vient de se terminer, Maudit Fou, 350 personnes, à guichet fermé, comment ça? Sold out, c'est tout le temps le fun pour un artiste. Fait que on essaie d'avoir ça à tous les spectacles. On a fait un sold out aussi à Québec au Ballroom Country le mois passé. Fait que les sold out commencent à se faire un peu partout au Québec. On est content. Ça roule. Ouais. Ça roule. Ben c'est ça. Donc on peut parler d'une année 2024 extraordinaire. Exactement. Ça l'explose, comme on dit. Là. Je capote. Là. Je sais pas. Je sens mot de ce qui se passe avec la carrière. C'est vraiment... C'est trippant. Puis je donne mon 200 %. Je pense que ça travailler fort, là, ça mène au succès. Ouais. Et il faut dire, bon, c'est ça. Donc,
le fait d'avoir un nouveau gérant aussi au cours de la dernière année, je pense que c'est vraiment le petit boost là, qui s'est rajouté. Exact. Il y a Marteau Napoli qui est rendu dans l'équipe. Marteau, il me pousse à tous les jours. Là. Il me pousse à être un meilleur travaillant. Je suis déjà travaillant d'avance, puis lui, il me pousse à être encore plus travaillant. Fait que c'est débile, là, l'équipe qu'on fait ensemble. Puis il y a une vision, j'ai une vision. Quand on met ça ensemble, c'est tout le temps des bonnes idées. Puis on vise le top dans les 10 groupes les plus connus en 2025. Yes! Et aussi, il faut spécifier, bon, on aurait bien aimé faire l'entrevue donc sur la scène en bas, mais bon, la discothèque est embarquée, donc c'était impossible, sinon on ne se serait pas entendu, mais l'énergie d'un tel spectacle, c'est fou. C'est fou, puis tu sors de là, ben moi, quand je sors d'un spectacle de même, je suis pas brûlé. Tout le monde me dit « Hey, tu dois être brûlé. » Non, j'ai encore de l'énergie. Je suis content de mon spectacle, puis j'ai envie d'en donner plus à tout le monde. Dans 2 minutes, je m'en vais en bas faire de la merch avec la gang, faire des autographes, puis vendre de la merch. Fait que c'est vraiment cool. Là. Donc maintenant, c'est ça. Donc beaucoup de produits dérivés. Là. Exact. Bien, il y a des gilets Sailor désignés, de la nouvelle merch qu'on a faite ce soir spécifique pour le catch. Puis c'est ça, ça roule en maudit, ouais, comme on dit. À l'image, il faut l'avouer, de votre idole, Bob Bissonnette, d'une certaine façon. Ouais, exact, Bob, il va toujours être là dans mes racines parce que depuis que j'ai 14 ans que je le suis un peu partout au Québec. Puis quand il est décédé, ça a été un gros deuil pour moi aussi, là, je le connaissais pas. Oui, je le connaissais un petit peu parce que j'avais fait 4-5 spectacles avec. Mais je le connaissais pas personnellement, tu sais. Mais Bob, c'est une grosse perte au Québec, mais il a fait réaliser bien des affaires aux yeux de l'industrie, je pense. Ouais. Et bon, qu'est-ce que vous auriez envie de répondre peut-être à certains internautes qui disent « Bon, c'est ça, il essaie de faire du Bob Bissonnette », mais finalement, pour vous, c'est un hommage à Bob Bissonnette. Exact. Ben, c'est pas un hommage, Dans le sens, c'est votre inspiration. Exact, oui, mais c'est un honneur de faire une toune de Bob Bissonnette par show, puis je vais toujours en faire une. Toujours parce que c'est grâce à lui que j'ai embarqué sur stage. Parce que dans le temps, il y avait un concours de chansonniers, puis c'est lui qui m'a invité à le faire. Puis c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis sur le stage, puis que j'ai le guts de faire des spectacles. Et avec une équipe quand même chevronnée, là. Ouais, ben oui, j'ai une bonne équipe. J'ai mes guitaristes, mes violonistes, bassistes, le batteur. Il a lâché Simple Plan pour venir avec moi. Mais ouais, c'est un bon choix, c'est ça. Mais c'est ça, je suis bien content de mon équipe. Puis que ce soit l'équipe externe ou l'équipe interne, on a une grosse équipe. Puis je pense qu'on va dire ça de même, on torche toutes les équipes au Québec, je pense. Et s'il y a des gens qui veulent vous voir, ça a été annoncé cette semaine aussi, Presse en fête. Exactement. Vous êtes l'une des têtes d'affiche. Exact, tête d'affiche avec les gars du Nord à Presse en fête. Presse en fête, après ça, ben on a 121 festivals cet été. Spectacle, en fait, en un an, là, c'est ça. Fait que 121 spectacles pour l'année prochaine. Ça va être un gros défi. Ouais, étourdissant. Juste en le disant, j'ai l'air étourdi, là. Fait que oui, je suis prêt. Je suis prêt à tout ça. C'est un gros défi, mais je me lance dans le vide. Puis j'ai pas peur. Fait que je suis prêt. Ouais. Vos gobelets, comme vous les appelez, s'ils veulent vous suivre, eux le savent, l'adresse, mais pour vos futurs gobelins. Futurs gobelins, ben allez voir sur davidpinot.com, puis toutes les dates de spectacle sont écrites là-dessus. Puis on a même une boutique en ligne, on a toute l'équipe qui travaille le booking, ceux qui veulent booker des spectacles. Bien, vous pouvez envoyer un email pour booker votre spectacle partout au Québec, n'importe où. Puis c'est ça, fait que c'est cool. Donc, the sky is the limit pour David Pinot. J'ai pas peur de rien, fait que je suis prêt à défoncer toutes les barrières possibles pour devenir d'un des meilleurs artistes au Québec. On a bu une coupe de shooter sur le stage, j'ai la bouche pâteuse un peu. Mais je suis prêt à tout. Fait que toutes les images qui vont rester ici ce soir, j'espère les republier puis d'être d'un top artiste au Québec dans un an. Donc, à suivre. À suivre. Ben, félicitations pour le beau travail, puis bonne année 2025. Merci beaucoup à toi. Mathieu Larivière de TVCO nous présente les nouvelles activités hivernales qui sont offertes dans les 2 parcs nationaux de Charlevoix. Merci André Rouleau de nous avoir reçus aujourd'hui à la CEPAC. On vient parler avec vous des nouveautés qui sont disponibles dans les 2 parcs nationaux de Charlevoix cet hiver. Qu'est-ce que vous offrez de nouveau cette année à la population de chez nous?
Haute-Gorge. On commence par le Haute-Gorge, où est-ce qu'on est aujourd'hui. La grande nouveauté, en fait, c'est la location de fat bike électrique. OK. L'Équerre est un attrait important au Parc national des Hautes-Gorges, mais c'est à 8 km à partir du stationnement et puis de l'accueil. C'est un secteur qui est situé dans une portion particulière de la rivière? Oui, c'est ça. Si on longe la rivière en amont, à 8 km de l'accueil du draveur, on a un beau point de vue sur la rivière. La rivière fait un 90 degrés. On a un refuge là-bas, chauffé, pour accueillir les gens. Ça se faisait en ski de fond. On trace en ski de fond d'ailleurs avec un équipement, ce qui nous donne des très belles conditions de ski. On offrait aussi du fat bike conventionnel. Oui. Mais là, cette année, on a fait l'acquisition de 7 fat bikes électriques qui facilitent beaucoup les choses. Ça, c'est la nouveauté cette année. Question de donner un peu plus d'adrénaline. Bien, en fait, donner une opportunité à des gens peut-être un peu moins en forme. On sait que le fat bike, quand même, ça demande beaucoup d'énergie. Oui. Fat bike électrique, bien, ça facilite beaucoup les choses. On a pu l'expérimenter ensemble tantôt. Ça donne un beau plaisir. Oh oui, une impression de vitesse aussi là, qui est réelle. On a la coulée à Girard, elle était offerte l'année passée. En fait, la coulée à Girard, à partir de l'Équerre, qui est à 8 km de l'accueil, il y a encore un 11 km plus loin qui longe la rivière. C'est superbe aussi, c'est vraiment beau comme paysage. Cette partie-là est offerte uniquement soit en ski nordique, à pied, lorsque c'est bien tapé, en raquette. Et puis, là, on est en train de caractériser le milieu pour voir s'il y aurait possibilité de tracer en ski de fond, éventuellement peut-être jusqu'au fond de la coulée à Girard. Donc, on vient rajouter un beau terrain de jeu pour les adeptes de ski de fond. Là. Oui. Aller-retour, ça représente près d'une vingtaine de kilomètres. Une vingtaine de kilomètres. Au-delà de 20 km de ski de fond. Qu'est-ce qui se passe du côté des Grands Jardins? Grands Jardins, anciennement, les amateurs de raquettes de ski nordique, il y avait un relais qui était situé à la Galette. Oui. Il est toujours offert à la Galette, sauf que maintenant, au Thomas Fortin, qui est 3 km plus près, si on veut, de l'entrée, c'est l'accès Thomas Fortin. On a un relais qui est ouvert là, 24 heures, 7 jours sur 7, avec une toilette, tout ça. Les gens peuvent se réchauffer, mettre le ski là, puis partir à partir du Thomas Fortin. Puis pour rejoindre notre réseau de sentiers, on a ajouté un nouveau sentier qui fait pratiquement 2 km, 2 points quelques kilomètres, qui va rejoindre le réseau de ski nordique qui était déjà existant à partir du Thomas Fortin. Une autre nouveauté aussi, c'est que à partir de ce 2 km-là, on a accès à un nouveau point de vue sur une montagne qui est derrière le Thomas Fortin. C'est un secret bien gardé, ce sommet-là. Ça nous donne une vision 360 là, sur toutes les montagnes. On voit pratiquement d'après moi, on voit jusqu'au camp Mercier à partir de ce point de vue-là. Est-ce que c'est accessible aussi en raquette? Oui, absolument. Okay. Oui, raquette, ski nordique. Et puis, lorsque c'est bien tapé, bien là, c'est sûr qu'il n'y a pas neigé depuis longtemps, là, ça va être possible à pied avec des crampons, éventuellement, mais c'est sûr, il faut prévoir des raquettes minimalement pour se rendre dans ce coin-là. Donc, de belles activités pour toute la famille au courant de l'hiver à venir. Oui. Oui, puis ça s'ajoute, en fait, au Haute-Gorge, ça s'ajoute à la glissade qu'on a ici en arrière. La patinoire, nos gens sont en train de travailler pour aménager la patinoire qui devrait être prête. En tout cas, on espère. Les conditions sont un peu... hasardeuse. En dents de scie, si on veut. Là. Fait qu'on va se mettre à préparer la patinoire d'ici quelques jours. Fait qu'on espère pouvoir patiner d'ici peut-être 1 semaine, 2 semaines. On va voir selon les conditions.
vous avez rencontré un peu plus tôt, en 2024, pour parler d'une enveloppe budgétaire qui avait été octroyée à la CEPAC dans tous les parcs nationaux à travers la province. Ici, on avait reçu un montant budgétaire pour signer des ententes avec des organismes locaux pour donner un accès universel à la nature, en quelque sorte, à des gens qui en auraient moins l'occasion. Oui. 6 mois plus tard, on se rencontre aujourd'hui à nouveau. Qu'est-ce qui est advenu de ce montant-là? Avez-vous signé des ententes avec des partenaires dans la région? On a 4 ententes de signer avec des partenaires. Il y a des petits groupes qui sont venus au parc Grand Jardin Haute-Gorge. C'est toujours en cours. Il y a encore de l'argent disponible pour que les gens puissent accéder via des organismes à nos parcs nationaux. Et puis, bien, je réinvite vraiment ces organismes-là à nous contacter puis vraiment à signer une entente. C'est très simple, en fait. Les gens organisent une visite, on signe une petite entente, ils engagent le transporteur nous envoie la facture directement au parc, puis that's it, that's all. Donc, ça peut être des nouveaux arrivants, par exemple, des organismes qui viennent en aide à des différentes populations? Absolument. Des gens qui ont moins accès à la nature, pour qui c'est plus difficile un peu, bien, ça facilite les choses, ça leur permet de découvrir ces beaux territoires-là. Je vous demanderais également comment a été, de façon générale, l'année 2024, si on fait un bilan touristique de l'achalandage par rapport aux années précédentes? Bien, on a connu une bonne année en 2024. Je dirais, on n'a pas encore les chiffres officiels, là, mais moi, je dirais qu'on a eu une augmentation peut-être de l'ordre de 5 à 10 je croirais, là. Ça a vu de nez un peu, là, mais ça s'est bien passé dans nos parcs. Les différentes activités, les différents produits et services, là, si on regarde le volume, là, oui. Je dirais qu'il y a un 9 à 10 d'augmentation par rapport à l'année précédente. Oui, absolument. Vous aviez des aires de camping qui devaient être aménagées au courant de l'été 2024, des nouvelles aires de camping, si je ne me trompe pas? En fait, on remplace des vieux prêts à camper par le nouveau modèle Étoile. On a remplacé 5 cette année ici au Haute-Gorge. Et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne bien. C'est un produit qui est bien apprécié par la clientèle, absolument. Merci beaucoup, André, de nous parler un peu plus de nos parcs de chez nous et puis on se souhaite un bel hiver. Bien, merci beaucoup. Merci. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.